Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui, en fait, pour cette dernière conférence midi de l'Institut. C'est vraiment un plaisir de pouvoir venir discuter du pouvoir d'agir avec vous, accompagné de Guillaume, qui a travaillé aussi sur ce même concept-là. On va aborder aujourd'hui avec vous le pouvoir d'agir, mais vraiment selon la perspective d'intervenants qui sont en institution, en protection de la jeunesse. Donc, le plan de la conférence est assez classique, là. En fait, Guillaume va d'abord vous présenter le contexte, pouvoir d'agir, transition, institution, pour essayer de démêler un petit peu les différentes notions. Ensuite, je vais vous parler de la méthode qu'on a utilisée. C'est vraiment une étude qui est très exploratoire, hein, fait qu'on va surtout soulever des réflexions aujourd'hui avec vous. Je vais vous présenter deux pans de nos résultats. Un pan qui va surtout aborder le pouvoir d'agir des jeunes placés en institution, alors qu'ensuite, on va aborder le pouvoir d'agir des intervenants en institution. Et on soulèvera à la fin complètement des réflexions sur la pratique en protection de la jeunesse. Donc, je laisse la parole à Guillaume pour le contexte. Oui, merci Sophie. Donc, effectivement, je vais vous présenter en fait le concept de pouvoir d'agir qui se trouve à être un concept relativement commun. En fait, je pense qu'on en parle de plus en plus. C'est quelque chose dont on entend parler dans plusieurs institutions, mais qui des fois peut avoir une définition un petit peu floue. Donc, évidemment, premier point de départ, essayer d'avoir une définition commune pour qu'on voit donc de quoi on parle, puis pour pouvoir par la suite avoir une définition commune pour le reste de la conférence. Donc, une définition de Le Bossé, donc qui a travaillé sur le pouvoir d'agir, un processus caractérisé par l'exercice d'une plus grande maîtrise sur l'atteinte d'objectifs importants pour une personne, une organisation ou une communauté. Dans cette définition-là, il y a comme deux choses pour moi qui sont très centrales, qui reviennent. Donc, l'aspect de maîtrise, donc avoir du contrôle, que la personne soit au centre, en fait, des décisions qui l'occupent. Puis, l'aspect plutôt donc d'objectifs centrés sur ce que la personne veut, donc quelque chose qui est fondamental dans la notion de pouvoir d'agir, c'est que ce soit à propos de ce que la personne décide de faire pour elle-même, donc des décisions qui sont centrées sur ses besoins, sur ses objectifs et non pas des choses qui peuvent être induites par une institution ou une autre personne, donc avoir du pouvoir sur les choses qui nous importent personnellement. Souvent, dans le pouvoir d'agir, en fait, on tend à le diviser en deux morceaux. Si on parle d'agentivité, d'occasion, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Simplement, l'agentivité, ça réfère à l'individu. Donc, dans le fond, l'agentivité, c'est quoi? C'est justement cet aspect-là de poser des actions, d'avoir une maîtrise sur l'atteinte de nos objectifs, donc de regarder vers l'avenir, d'avoir des objectifs qui correspondent avec notre personne, puis éventuellement, donc de poser des actions en conséquence pour éventuellement atteindre ces objectifs-là. Évidemment, donc on sait que même si on a tous des objectifs qui peuvent nous être personnels, il y a aussi, on vit dans un contexte qui peut être assez complexe où on a des occasions et des contraintes qui pourraient venir limiter l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, notre pouvoir d'agir, en fait, il est en interaction avec notre environnement social, ce qui fait en sorte que même si on veut bien, si on a des objectifs clairs, bien, ça se peut qu'il y ait des choses dans notre environnement qui viennent le limiter. Aussi important, je pense que l'interaction entre l'individu et l'environnement social, je pense que dans la notion de pouvoir d'agir, le temps est quelque chose d'excessivement important. Quand on parle d'objectifs, évidemment, donc ça vient ça implique le fait qu'il y a une projection dans l'avenir. Donc, effectivement, on peut poser des actions dans l'ici et maintenant, donc d'avoir des objectifs immédiats, prendre des décisions quotidiennes, donc décider qu'est-ce qu'on fait, comment on s'habille, qu'est-ce qu'on mange, mais ultimement, le pouvoir d'agir, c'est vraiment associé aux objectifs à long terme. C'est là que le temps devient quelque chose d'hyper important. Et dans les transitions, c'est des moments justement charnières de la vie où les individus donc, vont avoir à prendre des décisions qui sont importantes. Par exemple, évidemment, ce qui nous préoccupe dans le cadre de la conférence aujourd'hui, la transition à l'extérieur de l'institution. Et c'est là que la notion temporelle devient super importante. Et à ces moments-là charnières de transition, c'est là que c'est d'autant plus important d'avoir des objectifs qui correspondent à la personne réelle puis pour lui permettre de s'orienter vers la trajectoire de vie qui va lui convenir le mieux.
À la gauche de la diapositive, en fait, il y a une image que Sophie et moi, on aime beaucoup, puis que je trouve qui représente bien ce dont qui vient faire un résumé, en fait, de ce que je vous ai présenté à date. Donc, la petite B représente l'individu qui se promène, en fait, dans un territoire qui peut avoir différentes trajectoires. Puis on voit en fait que le tracé n'est pas plat. Donc, il y a des vallées, des montagnes qui représentent en fait l'influence de l'environnement sur la bille. Alors, malgré le fait qu'on puisse avoir certains objectifs, certaines trajectoires, évidemment, on dépend de l'environnement. Puis, en fait, on voit différents tracés. Puis ça, c'est dans le fond des moments où il y a potentiellement des transitions qui peuvent diriger l'individu dépendamment, donc dans différentes trajectoires, dépendamment de ses choix. Voilà. Si on se rapproche un petit peu plus de ce qui nous concerne aujourd'hui, donc parler de pouvoir d'agir en contexte de protection, bien évidemment, le pouvoir d'agir des jeunes, c'est quelque chose qui va nous préoccuper, évidemment, parce qu'on met toujours les jeunes au centre de nos préoccupations. Puis donc, les jeunes qui peuvent avoir justement ce qu'on appelle l'agentivité et des occasions. Donc, l'agentivité, les jeunes, effectivement, doivent et peuvent prendre des décisions au cours donc, de leur placement. Donc, des décisions qui peuvent être dans l'ici et maintenant, plutôt à court terme, donc au niveau de la programmation, au niveau de certains choix quotidiens. Mais peut-être ce qui peut revêtir une importance encore plus grande, c'est des choix qui vont être faits à long terme, donc des choix par rapport au projet de vie. Quand on parle de la transition à l'âge adulte, ça devient d'autant plus central, d'autant plus important que justement les jeunes aient de l'espace et l'occasion de se projeter à long terme et de faire des choix en accord avec leur personne pour orienter leur trajectoire de vie à venir à l'extérieur de l'institution. Mais évidemment, donc vous êtes bien au courant que malgré le fait que les jeunes puissent avoir des objectifs qui sont personnels, il y a tout un contexte qui vient aussi limiter, malheureusement, la possibilité des fois d'exercer ce pouvoir-là dans un contexte institutionnel. Donc, on sait que le contexte de protection en soi, contexte légal, la loi, mais également l'historique de difficultés des jeunes, puis les relations familiales qui peuvent venir complexifier l'atteinte de ce pouvoir-là. Puis c'est toutes des choses, en fait, qu'on doit prendre en considération quand on parle de pouvoir d'agir. Donc, évidemment, pour être capable de donner du pouvoir à quelqu'un, il faut qu'il puisse être capable de le recevoir. Puis évidemment, prendre en considération les limitations ou les difficultés des jeunes, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'il faut adresser quand on parle de pouvoir d'agir, particulièrement avec des jeunes qui sont vulnérables. Et quelque chose qui revêt une importance aussi capitale, je pourrais dire, donc la relation avec les intervenants qui se trouvent en fait à être des facilitateurs dans le développement du pouvoir d'agir des jeunes, puis qui ont un rôle central en fait dans cette possibilité de créer un espace qui va permettre aux jeunes de prendre ce pouvoir-là, puis de prendre des décisions qui les concernent. Mais en fait, Sophie va revenir plus en détail sur cette notion-là tout au long de la présentation. Ici, quelques illustration des avantages, en fait, que peut représenter le pouvoir d'agir dans le cadre de la transition à la vie adulte, particulièrement pour des jeunes qui ont grandi puis en protection de la jeunesse. Donc, ça permet de stabiliser le parcours de placement. Ça peut diminuer aussi certains problèmes d'adaptation comme la délinquance, toxicomanie, décrochage scolaire. C'est aussi relié au développement de l'autonomie, donc parce que le fait de prendre des décisions pour soi, évidemment, donc ça permet éventuellement que le jeune s'oriente puis fasse des choix en fonction de ce qui le concerne et de développer son autonomie. Voilà. Le pouvoir d'agir des jeunes et le pouvoir d'agir des intervenants, c'est quelque chose qui, en fait, qui est relié l'un à l'autre. Ça, je vais y revenir un peu plus tard, mais je pense que c'est important aussi important que de considérer le pouvoir d'agir des jeunes, le pouvoir d'agir des intervenants, c'est quelque chose qui est central. Puis d'ailleurs, c'est une de nos préoccupations de recherche à Sophie et moi, parce que donc, on peut voir que les intervenants font face à des enjeux similaires. Donc, l'agentivité des intervenants, donc évidemment, c'est possible de faire que les intervenants peuvent prendre des décisions et prennent des décisions au quotidien, donc au niveau de la choix de la programmation, résolution de problèmes dans les médias, mais aussi donc, ils font des choix à long terme, en fonction de soutenir le projet de vie des jeunes, d'avoir cette vision-là à long terme. Évidemment, c'est quelque chose qui est souhaité aussi en termes d'organisation clinique, d'équipe. Donc, les intervenants ont cette agentivité-là aussi, que ce soit dans les médias et dans une projection plus à long terme. Et évidemment, encore une fois, comme pour les jeunes, il y a un contexte organisationnel qui peut venir aussi limiter ce potentiel-là des intervenants de prendre des décisions
et d'exercer leur pouvoir d'agir. Donc, le contexte de protection, encore une fois, la relation avec les jeunes qui peut aussi venir complexifier le pouvoir d'agir, mais aussi donc le contexte organisationnel et la relation avec les équipes qui, d'un côté, peuvent venir soutenir ou limiter le pouvoir d'agir des intervenants. Donc, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, mais ici, donc, j'aimerais revenir à l'importance, en fait, de considérer à la fois le pouvoir d'agir des intervenants et le pouvoir d'agir des jeunes, parce qu'on considère que c'est des choses qui peuvent se nourrir mutuellement. Donc, je l'ai mentionné, les intervenants se trouvent à pouvoir être des facilitateurs du développement du pouvoir d'agir des jeunes, parce qu'ils sont des intermédiaires, en fait, entre les jeunes placés et l'institution, qui vont pouvoir faciliter la navigation, la complexité en fait du système de protection pour les jeunes qui peuvent venir soutenir le développement du pouvoir d'agir. Puis en fait, les intervenants sont évidemment très au courant des limitations et des problèmes d'adaptation des jeunes, puis en fait, sont les premières personnes les mieux placées pour être capables de prendre en considération ces vulnérabilités-là, pour être capables de façon adéquate de développer le pouvoir d'agir des jeunes. Puis c'est pour ça, en fait, qu'on considère à la fois donc le pouvoir d'agir des jeunes et des intervenants dans le cadre de cette présentation. Merci Guillaume d'avoir si bien mis la table. Donc, à partir du moment où on s'intéresse autant au pouvoir d'agir des jeunes qu'au pouvoir d'agir des intervenants, puisqu'on considère que c'est un peu insécable, c'est un peu l'illustration qu'on vient de voir, on s'est intéressé à deux questions qu'on a voulu explorer. Donc, comment le pouvoir d'agir est défini par des intervenants du système de protection, donc plus spécifiquement en institution, puis comment les intervenants décrivent leur propre pouvoir d'agir aussi. Donc, pour pouvoir répondre à ces questions, on a mené une étude très exploratoire qui consistait en fait à s'intéresser à 9 intervenants d'une équipe qui est spécialisée dans le passage à l'âge adulte, puis qui œuvrent en centre de réadaptation avec des jeunes garçons de 16 à 18 ans. Donc, pour ceux qui sont dans la région de Montréal, pour ceux qui connaissent bien le Mont-Saint-Antoine, vous savez que je parle de l'équipe qui a implanté le programme DAVA et qui a bien accepté qu'on accepte de les nommer aujourd'hui parce qu'ils font vraiment quelque chose de différent, de spécifique. C'est eux qui ont développé leur propre programme, c'est eux qui ont négocié avec la direction pour pouvoir avoir davantage d'espace pour faire des expérimentations. Et c'est une équipe qui est différente puisqu'elle est formée et supervisée selon le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités de Yana Bossé. Donc, c'est une équipe qui a cette formation-là et c'est bien différent là, de l'ensemble des... On ne connaît pas d'autres équipes au Québec qui ont cette formation-là et ces supervisions-là. Donc, c'est vraiment spécifique à cette équipe-là en institution. C'est une approche communautaire, le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités qui vise à faciliter et à entretenir le mouvement de l'individu dans sa vie. Donc, l'intervenant est un facilitateur, l'intervenant est un accompagnant de l'individu. Et ça vient vraiment de la perspective que la souffrance dans la vie viendrait de l'impuissance, en fait. Donc, on vise à diminuer l'impuissance, on vise à redonner le pouvoir aux personnes et on considère que le jeune ou la personne sait de quoi elle a besoin. Guillaume l'a dit tout à l'heure. Donc, on considère que le jeune sait où il devrait aller. Il n'est pas toujours capable de le nommer, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut plutôt dire qu'au fond de lui, il y a quand même un feeling de où est-ce qu'il devrait et où est-ce qu'il a envie d'aller aussi. Puis, dans cette approche, la négociation, elle est favorisée, encouragée et même nécessaire pour pouvoir travailler avec le jeune et aussi pour pouvoir travailler avec différents partenaires. Donc, vraiment, le pouvoir d'agir, le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités à ce moment-ci, comme programme d'intervention, ou en fait comme approche d'intervention, ça vise à passer de l'impuissance apprise, surtout avec des jeunes qui ont vécu des traumas, à l'expérience de pouvoir d'agir. Ça vise à passer du contrôle ou de la dominance à l'expérience de négociation. Donc, pour pouvoir comprendre tout ça, on a utilisé une méthode assez simple là, qui est d'aller faire des entretiens individuels avec les intervenants qui travaillaient dans ce milieu pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait de spécial
dans leur équipe, mais aussi qu'est-ce qu'il y avait de spécial à travailler spécifiquement avec le développement du pouvoir d'agir dans leur équipe. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une étude qui est très exploratoire. Les thèmes qui sont ressortis des entrevues, il y en a eu différents. Il y en a certains, ce que vous voyez, qui n'ont pas d'astérix, c'est des thèmes qu'on a abordés directement avec eux dans le guide d'entretien. On leur a demandé de nous définir le pouvoir d'agir, l'autonomie et leur propre pouvoir d'agir de manière assez directe. Par contre, les autres thèmes que vous voyez avec un astérix, c'est des thèmes qui ont émané nos entrevues, donc on n'avait pas nécessairement envisagé, mais qui sont apparus comme étant des thèmes récurrents dans les propos des intervenants. Il y a donc l'institutionnalisation, le système et l'autonomie professionnelle. Puis de la façon dont on a voulu distinguer les différents thèmes pour essayer d'avoir une bonne compréhension des différents types de pouvoir d'agir, c'est qu'on a utilisé les 4 premiers thèmes pour pouvoir comprendre le pouvoir d'agir des jeunes. Puis, on a utilisé les 3 derniers thèmes pour pouvoir comprendre le pouvoir d'agir des intervenants. Puis, vous voyez ici là, que le système se retrouve dans les 2 analyses parce que vraiment, il surplombe d'une certaine façon la réalité du pouvoir d'agir autant des jeunes que des intervenants. Donc, si on se concentre plus spécifiquement sur le pouvoir d'agir des jeunes, je vous rappelle la question. Donc, on voulait savoir comment ils définissaient le pouvoir d'agir des jeunes, donc comment les intervenants le définissaient. Puis pour eux, ce qui était important, c'était que le pouvoir d'agir, c'est autant la connaissance de soi que la connaissance des ressources. C'est-à-dire que pour la connaissance de soi, le jeune sait vraiment de quoi il a besoin, mais pour pouvoir savoir de quoi il a besoin, il faut vraiment qu'on rebranche le jeune sur lui-même. Donc, de travailler sur ce que le jeune sait de lui, de travailler sur le fait que le jeune doit trouver de quoi il a besoin. Ça fait vraiment partie pour les intervenants du développement du pouvoir d'agir, au même titre que le développement des connaissances des ressources. C'est-à-dire que de bien connaître ce qu'on a besoin sans savoir comment y répondre, c'est, entre autres pour Yann Le Bossé, une forme sophistiquée d'aliénation, c'est-à-dire que si on connaît bien ce dont on a besoin, mais on ne sait pas comment y répondre, on est encore dans l'impuissance. Donc, les intervenants ont souhaité davantage mettre les enfants, les adolescents en contact avec les ressources, ce qui fait en sorte que ça contribue à développer la capacité à demander de l'aide. Mais pas juste à demander de l'aide de manière essai-erreur, mais plutôt à faire une demande efficiente d'aide, c'est-à-dire qu'en se connaissant bien et en connaissant bien les ressources, on sait où on peut agir pour pouvoir répondre à nos besoins. Donc, les intervenants mettent ça en contradiction avec être un spectateur de sa vie. Parce que ce qu'on observe en institution parfois, malheureusement, c'est des enfants pour qui on prend beaucoup les décisions à leur place, donc ils se retrouvent en quelque sorte spectateurs de leur propre réalité. Donc, on essaie de changer ça dans le développement du pouvoir d'agir en partant vraiment d'eux-mêmes. Donc, la capacité à demander de l'aide, c'est pas juste de se connaître, c'est pas juste de connaître les ressources, mais c'est aussi de faire un mouvement, une action vers les ressources pour répondre aux besoins. Pour les intervenants, le pouvoir d'agir, c'est aussi de viser autant des objectifs proximaux que des objectifs plus distaux. Guillaume en a parlé tout à l'heure, une réalité à plus court et à plus long terme, c'est-à-dire que les intervenants nous ont dit que le pouvoir d'agir visait à améliorer sa vie, donc c'est très, très général, c'est très, très distal, mais aussi ça pouvait donner le goût de se lever le matin puis d'aller travailler, donc on est plus dans la réalité quotidienne. Donc, le pouvoir d'agir, c'est aussi, et ça c'est vraiment important dans les entrevues qu'on a fait, c'est que le développement du pouvoir d'agir, c'est aussi une révision de la relation au temps. Notamment dans le quotidien, il y a un intervenant qui, j'ai pas mis beaucoup de passages verbatim, mais celui-là, j'arrive pas à savoir où le couper parce que tout est important dans ce passage-là. Donc, je vais vous le lire, puis je vais vous expliquer après qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Donc, l'intervenant nous dit que les jeunes sont habitués pendant longtemps à se faire dire tout ce qu'ils doivent faire, que les gens décident pour eux. Puis là, tout d'un coup, tu arrives, puis tiens, maintenant, vas-y, décide. C'est tout un long processus. Fait qu'un jeune que ça fait 10 ans qu'il est placé, c'est pas en 9 mois qu'on va tout changer ça.
Donc, en quelque sorte, ce n'est pas parce qu'on donne l'occasion aux jeunes d'exercer son agentivité, donc d'essayer d'avoir du pouvoir, qu'il sait comment faire, qu'il l'a déjà fait. Donc, ce que les intervenants expliquent, c'est que oui, les occasions, mais il faut aussi l'accompagner. Il faut aussi l'aider à prendre ce pouvoir-là, le pouvoir de décider, par exemple. Puis on comprend aussi que ces jeunes-là, ben, ils viennent d'un endroit où on prend beaucoup les décisions pour eux, fait qu'ils n'ont pas appris nécessairement à exercer leur pouvoir d'agir. Alors, on doit respecter le rythme des jeunes et pourtant, bien que cela puisse prendre plus de 9 mois, comme l'intervenant dit, bien que ça puisse prendre un certain temps, dans la projection vers l'avenir, on se retrouve pris avec une injonction d'autonomie à 18 ans. Et ça, c'est une des principales barrières qu'on a observées, c'est-à-dire que dans la révision de la relation au temps, il faut aussi accepter qu'à un certain moment donné, le jeune va devoir partir de l'institution. Et ça, ce que ça crée, c'est qu'en fait, la projection dans l'avenir vient qu'à être perturbée par un départ imminent de l'institution, ce qui fait en sorte qu'on se recentre vers les prises de décision quotidiennes, puis on oublie un peu la projection dans l'avenir. Donc, la balise légale, à 18 ans, se transforme en quelque sorte en barrière légale pour les intervenants. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on a abordé l'autonomie, on a abordé l'autonomie avec les intervenants, puis l'une des choses qui est clairement ressortie dans nos analyses, c'est qu'ils ne voulaient pas nous parler d'autonomie. Ils ne voulaient pas nous définir l'autonomie. Pourquoi? Parce que pour eux, autonomie égale injonction de départ à 18 ans. Et ça, pour eux, puis là, il y a un intervenant qui le dit très bien, c'est rendu archaïque. Que ce soit à 18 ans, c'est rendu archaïque parce que, en fait, d'un côté, on suppose qu'on doit respecter le rythme d'enfants qui n'ont jamais appris à prendre des décisions pour eux. Et de l'autre côté, on dit, ouais, mais dépêche-toi parce que tu vas avoir 18 ans bientôt. Donc, pour contrer cette réalité-là, pour essayer de s'adapter puis de revoir cette relation-là au temps, les intervenants ont aussi relié les jeunes au service communautaire. Donc, c'est un peu ça aussi que ça implique, le développement du pouvoir d'agir, qui est, je vous rappelle, une approche communautaire. C'est que d'un côté, on a l'institution, on a les interventions en contexte d'autorité et c'est plutôt imperméable aux réalités extérieures dans les milieux institutionnels. Ce que les intervenants de cette équipe-là ont voulu faire, c'est qu'ils ont voulu en quelque sorte s'ouvrir, donc être plus perméables aux réalités extérieures. Puis en faisant ça, ils ont eu accès à des demandes d'aide volontaires. Donc, ils ont appris aux jeunes à faire des demandes d'aide plutôt dans le système communautaire. Donc, on est moins dans une approche de protection de la jeunesse. Bien sûr que la loi de la protection de la jeunesse est encore là, mais on a aussi accès à une demande d'aide selon la loi des 4S. Et on a accès aussi à la possibilité de se projeter dans l'avenir. Les intervenants, en prenant contact avec les milieux communautaires, avec les jeunes, ce qu'ils font, c'est qu'ils les accompagnent aussi dans une espèce de projection dans l'avenir où les jeunes vont connaître bien les ressources qu'ils vont avoir passé leurs 18 ans. Et donc, d'un côté, ce que ça fait en sorte, c'est que les intervenants peuvent imaginer leur intervention, que leur intervention voit plus loin que les 18 ans, mais peuvent aussi aider les jeunes à se projeter au-delà des 18 ans. Donc, l'utilisation du système communautaire permet de dépasser les limites institutionnelles, d'atténuer l'importance juridique de la transition à 18 ans, puis d'éviter en quelque sorte une rupture totale. Fait, autant pour les intervenants que pour les jeunes, c'est une situation qui est rassurante puis qui est gagnante. Donc maintenant, avec tout le travail que les intervenants doivent faire pour développer le pouvoir d'agir des jeunes, on peut se demander, OK, mais pour eux, comment ça se passe, leur propre pouvoir d'agir, puis comment ils décrivent leur propre pouvoir d'agir. Pour vous en parler, je vous ramène peut-être un petit peu plus dans la littérature, juste pour revenir sur qu'est-ce que ça veut dire que le travail en protection de la jeunesse aujourd'hui. Je vous ai fait un rapide nuage de mots avec ce que dit la littérature sur le travail en protection de la jeunesse aujourd'hui. Et c'est pas doux. Donc, on parle de ritualisme, de standardisation des pratiques, de roulement de personnel, d'automatisme, de lourdeur bureaucratique, de surcharge de travail, de fatigue émotionnelle, de dilemme, de tension, d'épuisement.
Et aussi, on parle de perte de sens des intervenants dans le système de protection. Donc, ça ne se passe pas si bien. Et même la commission Laurent, récemment, a soulevé l'intérêt de se pencher sur les pratiques professionnelles pour regarder, mais qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui cloche dans la pratique en protection de la jeunesse pour essayer d'accompagner un petit peu plus les praticiens. Ce qu'on retrouve aussi dans la littérature de manière intéressante, c'est que le sentiment de pouvoir d'agir des intervenants, ça atténuerait les risques de fatigue émotionnelle, de traumatisme secondaire, d'épuisement professionnel, puis ça pourrait aussi augmenter l'intention de rester dans le système de protection. Donc, avec une offre de services de plus en plus désincarnée, puis un système qui est de plus en plus déserté par les intervenants, s'intéresser au pouvoir d'agir tombe sous le sens. Donc, lorsqu'on regarde ce que les intervenants nous ont dit par rapport à leur propre pouvoir d'agir, ce qu'on voit, c'est que, en fait, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est « Mon pouvoir d'agir se situe à l'intérieur de balises ». Ces balises-là, c'est quoi? C'est des patterns, des automatismes, les règles de site, donc les règles de l'institution, et la loi. Donc, c'est vraiment leur mot là, que j'utilise. Et en fait, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est « Mon pouvoir d'agir s'arrête là ». Mais à l'intérieur de tout ça, et à force de réflexion, à force de négociation, j'ai pu me créer une page blanche, une marge de manœuvre, la latitude, puis la liberté aussi d'intervenir comme je l'entends avec mon propre jugement professionnel. Puis, en se créant cet espace-là, donc en s'éloignant des automatismes et en se créant davantage un espace de réflexion, ce que ça leur permettait de faire, selon les intervenants, c'est que ça leur donnait plus de place à l'individualité dans l'intervention. Certains nous ont dit que ça les ramenait à eux-mêmes et ça leur donnait davantage accès à leur chaîne relationnelle. Donc, disponibilité, empathie, ils avaient l'impression qu'ils pouvaient renouer avec ça et donc que ça redonnait un sens à leur intervention. D'un autre côté, parce qu'il y a un autre côté à la médaille quand même, pour certains, c'était un environnement qui était, oui, plus souple, mais aussi plus flou. C'est-à-dire que des fois, certains intervenants nous ont dit qu'ils étaient plus dépassés parce que justement, les choses partaient plus d'eux. Donc, à chaque fois qu'ils devaient prendre une décision, puisqu'ils n'étaient plus dans les automatismes, ils devaient y réfléchir, ils devaient le négocier et que cette situation-là pouvait faire en sorte que l'imputabilité pesait beaucoup sur leurs épaules. Donc, pour remédier, ou en fait, peut-être plus pour encadrer ou solidifier ce pouvoir d'agir-là, ce que les intervenants nous ont aussi expliqué à travers leurs propos, c'est que l'équipe est là pour favoriser et consolider leur pouvoir d'agir. Donc, l'équipe devient elle-même un pôle de pouvoir qui se trouve à être sécurisante, rassurante, qui permet de partager l'imputabilité des décisions et qui crée aussi le sentiment d'appartenance. C'est aussi les supervisions d'équipe qui faisaient en sorte que ça consolidait leur réalité, c'est-à-dire qu'ils pouvaient discuter des enjeux personnels et donc rester comme un pôle de pouvoir. Et c'est vraiment ça qu'on observe dans la littérature sur le climat de pouvoir d'agir en général dans les grosses organisations. C'est les équipes immédiates qui, généralement, donnent du pouvoir d'agir aux travailleurs de manière générale. Mais encore une fois, il y a un autre côté à la médaille, c'est-à-dire que les intervenants nous ont aussi expliqué que de maintenir ce pôle de pouvoir-là, ça impliquait des compromis constants. Certains percevaient des engagements qui étaient inégaux d'une personne à l'autre et il y avait certaines remises en question de l'individu, donc de soi par rapport à l'équipe. Est-ce que je suis un bon membre de l'équipe? Est-ce que je soutiens assez mon équipe? Donc, ça vient évidemment avec des questionnements, puis évidemment que ce n'est pas magique non plus d'imaginer que l'équipe va être un pôle de pouvoir d'agir. Donc, ça amène certaines réflexions. J'ose vous rappeler d'abord peut-être en vous montrant quelques limites que c'est vraiment le point de vue d'une seule équipe. Donc, ça va vraiment être sous forme de réflexion. Ce n'est pas des recommandations qu'on fait, c'est vraiment juste de se dire, bien, peut-être qu'on devrait aller dans ce sens-là après avoir vu un cas spécial qui nous permet de peut-être réfléchir à ce que pourrait être l'intervention en institution.
Les limites aussi qui sont importantes de considérer, c'est que ça ne considère pas encore le point de vue des jeunes. Donc, on est très conscient qu'on parle du pouvoir d'agir des jeunes sans avoir été questionné des jeunes. Donc, ce n'est pas encore fait, ça sera fait. Et on ne considère pas non plus le point de vue des gestionnaires. Ce qui est autant important parce que là, on parle de partage de pouvoir, donc on devrait autant avoir le point de vue des gestionnaires, que ce soit les gestionnaires de proximité ou les gestionnaires intermédiaires aussi. Mais on pense quand même que l'étude de cas nous a permis de poser les bases d'une réflexion sur l'intervention. Donc, petit rappel de ce que le développement du pouvoir d'agir est comme posture d'intervention. Ça se trouve être une posture d'intervention qui est individualisée. Donc, la connaissance de soi est vraiment au centre de cette intervention. Puis, on considère que la personne connaît bien ses besoins. C'est une pratique qui est réflexive aussi. Donc, on a toujours besoin de se questionner. On a toujours besoin de revoir où est-ce qu'on se situe. Et c'est une posture qui est collaborative aussi. Et à travers tout ça, ce qui relie tout ça, c'est la négociation. Donc, la négociation avec le jeune, la négociation avec les équipes, puis la négociation aussi avec les gestionnaires. Donc, c'est comme un repartage, une redistribution des pouvoirs d'une certaine manière. Ce qu'on réalise aussi en regardant cette approche, c'est que c'est très compatible, en fait, avec une vision qui est développementale. Donc, puisque c'est individualisé, puis puisqu'on accompagne le jeune à son rythme, on peut l'accompagner à partir de n'importe où, peu importe où il a envie d'aller. C'est aussi particulièrement compatible avec les approches qui sont sensibles au trauma parce que ça vise à passer de l'impuissance acquise à une expérience de pouvoir d'agir. Et c'est aussi quelque chose qui est très individualisé, encore une fois. Donc, ça vise à créer en quelque sorte un cercle autour du jeune qui fait en sorte qu'il y a davantage d'occasions d'exercer son pouvoir d'agir. Donc, peut-être en récapitulatif, favoriser le pouvoir d'agir en institution. Je vais répéter certaines choses, mais peut-être que je vais vous en parler autrement parce que je pense que c'est le grand message qui ressort des études qu'on a faites avec cette équipe. D'abord, c'est super important de suivre le rythme du jeune et de l'accompagner. En allant au-devant des besoins d'un jeune, en prenant des décisions pour lui, on n'est pas en train de suivre son rythme, puis on n'est pas en train de l'aider à se brancher sur lui-même. C'est des jeunes qui sont traumatisés en institution, puis il y a certains auteurs qui vont parler qu'en institution, il y a une bureaucratie qui peut être intimidante pour les jeunes, donc c'est pas parce qu'on leur dit « ben viens t'asseoir à la table de révision, puis dis-nous qu'est-ce que tu en penses », que le jeune va arriver à le faire. Il y a besoin d'accompagnement. Il faut vraiment qu'on croit qu'il est capable de le faire. C'est donc de leur donner l'occasion de prendre des décisions, mais de leur laisser le temps de s'approprier cette agentivité-là. C'est aussi de favoriser la connaissance de soi et des ressources, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas nécessairement facile parce que plusieurs personnes vont être tentées de prendre des décisions pour eux. C'est souvent parce qu'on veut aller rapidement, c'est souvent parce qu'on a une lecture clinique qui fait qu'on a une bonne idée de ce qui pourrait être bien pour lui, mais des fois, on le fait à sa place, puis ça ne favorise pas le jeune à être branché sur vraiment ses besoins, puis ça ne favorise pas non plus le jeune à essayer de comprendre puis de connaître ses ressources non plus. Le troisième point, ce serait de collaborer avec les milieux communautaires davantage pour ouvrir la projection dans l'avenir. Donc, nous, on a travaillé avec une équipe qui travaille la transition à la vie adulte. Donc, c'est clair que de connecter avec les milieux communautaires leur a ouvert tout un champ des possibles et a en même temps réduit l'effet de la balise légale à 18 ans. On sait qu'au Québec, on est l'une des seules provinces et même un des seuls pays à ne pas avoir encore de soins prolongés pour les jeunes passés 18 ans. On a certains programmes qui s'ajoutent ou qui augmentent leur temps. Mais au-delà de ces programmes, juste d'imaginer que les milieux institutionnels soient davantage tournés vers les milieux communautaires puis travaillent ensemble avec les jeunes avant qu'ils sortent, mais pas avant 2 semaines avant, là, avant plusieurs années avant, va faire en sorte que ça va beaucoup réduire la chute au passage à 18 ans.
Dans nos réflexions, on pense qu'il faudrait soutenir la pratique réflexive des intervenants pour réduire les automatismes. Bien sûr qu'on est conscient qu'il y a certaines procédures en protection de la jeunesse qui sont nécessaires. Ce n'est pas l'idée d'enlever tous les automatismes, mais c'est plutôt l'idée de les regarder, puis de se poser la question, puis d'utiliser davantage le jugement professionnel parce qu'on considère que les intervenants en ont. Ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas, c'est qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de pouvoir se questionner, de pouvoir se remettre en question, puis de pouvoir négocier non plus. On observe que quand les intervenants peuvent négocier entre eux, puis quand ils peuvent réfléchir aux effets de leurs interventions, ils sont beaucoup plus branchés sur leur chaîne relationnelle. Ce qui nous amène à réfléchir sur l'importance de reconnaître et favoriser davantage la supervision clinique. Puis, la supervision clinique va au-delà de la supervision administrative. Donc, des fois, en institution, la personne qui fait la supervision, c'est aussi le chef de service pour la plupart. Donc, on suggérait de favoriser davantage la supervision clinique qui permet de réfléchir aux enjeux dans l'équipe, qui permet d'objectiver les intervenants, puis qui permet aussi de les soutenir émotionnellement. Surtout si on les reconnecte avec leur chaîne relationnelle, c'est d'autant plus important, puis ça fait vraiment en fait partie de la pratique réflexive que de prendre en considération ce que les intervenants vivent dans l'intervention. Dans nos réflexions, on propose aussi de donner plus de place aux équipes de proximité. Il y a des auteurs qui parlent vraiment de rééquilibrer le pouvoir. En fait, ce qu'on propose, c'est de donner davantage de place aux équipes de proximité puisque c'est eux qui sont avec les jeunes et puisque c'est eux qui sont au courant des besoins des jeunes, parce que c'est eux qui offrent des occasions aux jeunes. Donc, plus ils sont près des jeunes, plus ils devraient avoir de pouvoir selon nous. Puisque le rapport Laurent nous dit présentement, dans la réalité actuelle, c'est que le contexte d'intervention dilue vraiment l'identité professionnelle des intervenants en protection, puis le sens de leur travail dans une lourdeur bureaucratique, puis en leur donnant davantage de pouvoir, probablement qu'on pourrait en garder un petit peu plus avec nous. Puis, ça nous amène aussi à la réflexion que si les équipes de proximité ont plus de pouvoir, ça va nous permettre éventuellement de rediriger la reddition de comptes, non pas vers la hiérarchie, qui est de plus en plus vertigineuse en protection de la jeunesse puis en santé de manière générale, mais ça va nous permettre de rediriger la reddition de comptes vers l'intérêt de l'enfant. Donc, je pense que c'est l'essentiel de ce qu'on veut retenir, puisque le rapport Laurent nous amène vers l'intérêt de l'enfant. Le pouvoir d'agir de l'enfant est au centre de son intérêt. Donc, voilà. Je vous laisse avec une super citation, à mon avis. Puis, je suis disponible pour les questions.